Bonjour à tous, on va vous parler pour cette émission d'un motard hors du commun, un motard qui tient sa passion de son père, Georges Monneret. Ce motard, c'est son fils, Philippe Monneret, qu'on connaît par la compétition, on le connaît par la télévision, on le connaît par ses moto-écoles. Philippe Monneret sait ce qu'il doit à son père, il en parle avec émotion, il parle avec émotion de la moto d'hier, des pilotes d'hier, mais il s'implique aussi énormément dans la moto d'aujourd'hui et à son avis sur la moto de demain. On va l'écouter, c'est passionnant. Salut David, tu te marres déjà? Ouais, ça va? Je suis content que tu viennes. Ouais, bah Mon oui, ancien coéquipier. Bah oui, on a roulé ensemble aux 24 heures. Bon alors, tu sais ce qu'on va faire? Parce que je sais que tu veux faire une petite interview, une petite visite. Ouais. On va commencer par le garage Ouais. où il y a pratiquement que des motos d'avant ta naissance. Ouais, mais je Ça commence à t'intéresse devenir- la moto avant ta Ouais. naissance ou pas? Ouais, mais je commence à devenir âgé, donc je suis pas sûr qu'il y ait que des motos d'avant ma naissance. Alors regarde, celle-là avant ta naissance ou après ta naissance? Ouais, elle me paraît vieille, hein. Non, Non. j'ai mon réalisateur qui est fan de TS, donc je pense Mais il que en c'est a après une, ma non? naissance. Il en a Ouais, une. ouais. Et je pense qu'il veut te la racheter. Un vieux baltringue pareil, Ouais. ça roule en test. Moi c'était ma première 125. Alors 67. après tu sais, regarde cette petite Triomphe là. Ouais. On dit que c'est les Japonais qui ont inventé le trail, mais regarde, c'est comme un trail, non? Et bon, ils ont périclité à cette époque. T'as beaucoup de Anglais. triomphes, beaucoup de triomphes ici. Alors, Pourquoi? et ben ça, parce que Et mon BSA père aussi, ouais. importait les Triomphes et BSA. Tu vois cette Rocket 3 par exemple, Ouais, juste. qui est sublime, non? Ouais, Tu la ouais. trouves jolie? Ouais. Donc là, BSA Rocket 3, quelle année? 69. Et puis tu sais, la BSA, c'est aussi là-dessus qu'il avait fait les records, ses derniers records, mon père à Montlhéry. Aujourd'hui, à 57 ans, Georges Monneret est toujours en selle, ce qui représente somme toute une fort jolie performance. Je cours depuis 42 ans, je crois pas que ça s'est vu dans le monde. J'ai battu 183 records du monde et avec un minimum d'accidents uniquement grâce à ma technique. Peut-être j'ai été doué aussi, mais surtout à la technique. La Triomphe. Daytona. Emblématique, Daytona. La 500 Daytona, une petite Lighting 650, qui est même cadre que la Bonneville qui est à côté, ça c'est 71. Mais tu sais que toutes ces motos, j'ai les photos qui correspondent, ou avec mon père et moi, ou tu vois. Donc c'est aussi sympa le matin de se dire tiens, je mets un coup de kick et je roule avec une moto qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Donc voilà. Bon, c'est toute une vie de Ouais. moto parce que j'ai commencé à zéro quoi. Toi, ton père t'a emmené dans tous tes records dès l'âge de 3 ans. Bah, c'est-à-dire que là, j'étais dans un. On pourrait. l'arrière. Tu sais que dans le salon, j'ai le VAP spécial Monneret. Je vais te Ouais, le on va montrer. aller voir, ouais. Voilà. Donc avec ce VAP qui est quand même un 2 temps, on a fait Dunkerque, Monte-Carlo. Dunkerque, Monte-Carlo, tu vois ce que ça fait. Moi, j'étais dans une remorque. Au bout de 2h30, 3h, il pleuvait. On s'est arrêté. Il y avait ma mère derrière. Et moi, j'étais dans cette petite remorque avec de l'eau jusque-là. Donc, ils ont percé des trous pour vider l'eau. Ils m'ont séché vite fait. On est reparti. Et avec la fumée du 2 temps, etc. Donc, quand tu as la chance d'avoir ton père qui est pilote de moto et que tu as la même passion, tout de suite, moi, c'est ce que je voulais faire. Et en plus, il me faisait marrer. Et je savais que je n'allais pas le voir longtemps sur Terre parce qu'on avait 50 ans d'écart. Donc, on était scotchés. Et dès qu'on pouvait être ensemble, on était ensemble. Tu vas me montrer le VAP spécial Monneret? Allez. Bon. Vas-y, pose ton casque. Voilà. Allez. Parce que t'es pas parti. Hein. Non, je suis là pour un moment. Alors regarde le VAP là, dont on parlait. Celui-là, c'est le 4 vitesses au pied, c'est celui du Mont Ventoux, en fin de compte. Mais celui d'un CAC Monte-Carlo, il était 3 vitesses à main. Et puis regarde, il y a un autre VAP sur les photos, c'est celui des records avec Jean-Pierre Beltoise d'ailleurs. Jean-Pierre 11 Beltoise. fois champion de France, Jean-Pierre Beltoise. Hein. Avant de passer à la Voilà. Formule 1, Il était, il était tu en vois, ce VAP complètement caréné. Là. Ouais. Et puis, regarde, un pilote, là je suis avec la Suzuki Super Motard en 85. Ouais. Et ça, c'est un pilote, avec la Club, c'est un pilote qui a gagné des Grands Prix. 2 Grands Prix dans la même journée.
500, 350. Ah bah il y en a 3, des Grands Prix 500. Je sais pas Laconi. Non, Je reconnais pas Christian c'est pas Sarron. Christian. Donc c'est ton demi-frère. C'est Pierre Monneret. Pierre Monneret. Voilà. Vainqueur en 1954. 54, voilà, avec la Gilera, parce qu'il a quand même été vainqueur avec une Gilera d'usine et avec une AJS d'usine dans la même journée. C'est à l'époque où tu pouvais. C'est comme Grand si Prix de France en plus. C'est comme si tu gagnais avec une IAM et avec une Honda, chose complètement Qui se voit plus aujourd'hui. Non, improbable. Alors on parle beaucoup moto, mais regarde ça, parce que ça c'est un peu une désillusion de mon père. Ça c'est la Delage 3 litres. Il fait 21 heures au Mans en tête des 24 heures du Mans voiture. Et il se fait battre par Véron V1000 sur la Bugatti parce qu'ils ont une panne, mais autrement ils étaient devant. Aurait pu gagner. Ils font deuxième, ils gagnent en 3 litres. Et c'est pour ça que quand je gagne le Mans en moto, forcément je pense à cette désillusion qu'il avait eue en 1939. Et s'il n'y a pas la guerre, normalement il passe. C'est plus Jojo la moto, il passe en voiture. Parce que ton père était non seulement un homme de record, c'était aussi un homme de compétition, donc, et c'était un emblème de la moto en France. Jojo la moto. Jojo la moto. C'était son surnom officiel. Oui. Et puis lui, il savait bien se démerder pour la com aussi. Tu vois, c'était quand même un mec assez incroyable, quoi, qui avait une personnalité qui sortait. Il avait un charisme incroyable. Voilà. Toi, tu as l'impression de continuer l'héritage, de transmettre l'héritage. Aujourd'hui, tu as passé tout ce cap. Parce que tu m'as dit un jour, avant j'étais le fils de Georges Monneret, aujourd'hui Georges Monneret est le père de Philippe, un petit peu. Oui, par rapport aux gens qui… Par rapport aux générations. Mais bien sûr, parce que mon père était né en 1908 quand même, tu vois, donc il a fallu… c'est bien beau, mais mon père est mort en 83, donc il a fallu quand même taffer un peu pendant ce temps-là et faire des choses. Ouais. Ça, c'est pas… tu vois. Tu as été pilote jusqu'en quelle année? Je sais que ta dernière course, on l'a fait ensemble. C'était les 24 heures. J'ai pas vraiment fait la course parce que j'ai fait les qualifs. C'est toi qui es venu me chercher pendant mes vacances. Ouais, hein, avec un champion olympique. Voilà, c'était avec Renaud, Lavinelli. C'était très sympa en tout cas. J'ai vraiment arrêté en 99, quoi. Ouais. Quand je suis passé après avec Eurosport. Ouais. Ça s'est bien goupillé. Et il y a des vies différentes, il ne faut jamais… empiéter ? Non, mais alors tu sais, mon beau-père c'était Jack Finlay. Ouais. Et ce qu'il me racontait, il m'avait dit à un moment donné, il vaut mieux s'arrêter un an trop tôt. Il vaut mieux s'arrêter un an trop tôt qu'une seconde trop tard. Et quand je commençais à me poser des questions, il m'a dit t'arrêtes. Jack Finlay, héros du film Continental Circus de Jérôme Lapérouse, voilà. Un film mythique. Et c'est ton beau-père, c'est-à-dire c'était… l'homme de ta mère. C'était le mari de ma mère pendant 28 ans. Bon, Philippe, on est allé, tu parlais du circuit de Meudon, on y est allé au circuit de Meudon. On a quelqu'un qui est né bien avant moi, qui s'appelle Jean-Louis Basset, qui fait notre rubrique C'était mieux avant. Il est toujours vivant ? Ouais, 59, année de naissance de la bonne ville aussi, il en est fier. Et Jean-Louis Basset a été voir ta Katana et il en fait le détail. Il est allé au circuit de Meudon, on le regarde, Jean-Louis Basset, C'était mieux avant. C'est une légende, Basset. Pour débuter à fond la nouvelle année, Suzuki vous propose jusqu'au 29 février de profiter des Winter Days. Jusqu'à 2100 € d'avantages clients sur de nombreux modèles. Un top case alu offert pour toute commande de V-Strom 1050. 50% du permis A2 remboursé dans la limite de 400 €. Jusqu'à 1850 € d'avantages clients sur les V-Strom 650 et V-Strom 650 XT. Une offre LEA avec entretien offert sur le modèle A2. Ne ratez pas les offres givrées chez tous les concessionnaires Suzuki. Bonjour, nous célébrons les 50 ans de la CB750, les 25 ans de la Ducati 916, les 70 ans de la marque Laverda, mes 40 ans de permis aussi, et la résurrection d'une machine mythique des années 80, la 1100 Katana. Quand Suzuki présente cette machine en 82, tout est surprenant. D'abord son design, qui a été confié à un cabinet de design allemand qui s'appelait Target. En France, les motards très conservateurs n'ont pas du tout adhéré au design de la Katana. En Angleterre, un peu plus, et au Japon, c'est une moto mythique. Il est vrai que quand on la détaille, tout est surprenant par rapport aux machines des années 80. Cette face de squale ou de Raymanta, son réservoir à la forme étrange, le mélange des couleurs, on n'était pas habitué à avoir une selle bleue, grise avec un dosseret de selle bleue. Heureusement, le 4 cylindres de 1100 cm3 était une référence à l'époque. Celui-ci, dans cette version-là, développait 100 chevaux. La 1100 Katana tient son nom d'un sabre de samouraï. Et c'est sûrement une des premières fois où une marque japonaise abandonne son logo pour avoir un Suzuki en rouge orangé et un petit logo stylisé du plus bel effet.
Cette katana se distingue aussi par son ensemble compteur-compte-tour intégré dans un seul bloc. On peut aussi s'attarder sur la taille des clignotants. À l'époque, la chasse au poids était encore quelque chose de superflu et je pense que chaque clignotant pèse au moins 500 grammes. Dans les années 80, les ingénieurs japonais se tiraient une bourre technologique à grands coups de gadgets plus ou moins inutiles. Et l'anti-plongée que vous voyez là était un de ces gadgets. Parle-nous un peu de tes souvenirs et de cette machine quand tu courais avec à l'époque. J'ai fait une saison avec. Alors déjà, quand on l'a vu arriver, c'était quelque chose d'exceptionnel. On s'est dit, c'est incroyable, cette machine avait une gueule. On l'avait rodée, je me rappelle, j'étais parti la roder sur la route. Alors je ne sais pas si on avait fait le bon choix, mais en tout cas, elle avait de la gueule. Quand on l'a rodée sur l'autoroute, les flics n'arrêtaient pas de nous arrêter, pas pour nous verbaliser, Mais pour l'admirer. et pour l'admirer. Ils nous disaient non, mais laisse tomber, c'est juste pour la voir. Donc on est arrivé et on s'est vite aperçu qu'il y avait quand même des problèmes de tenue de route, notamment de cadre. Hein. Le cadre qui bougeait beaucoup. Et dans la courbe Dunlop, je me rappelle, parce qu'à l'époque, c'était la courbe Dunlop complète. Donc les commissaires, quand on arrivait, ils se dégageaient tellement elle faisait comme ça. Et après, on s'est aperçu qu'on avait quand même cassé le cadre, fissuré le cadre. Par contre, le moteur, ça marchait. Le 1100 Suzuki super. de l'époque, oui, c'était une Ça référence. marchait, c'était vachement bien. On a toujours eu beaucoup de problèmes de châssis. Il y avait le bol d'argent aussi à Montlhéry, où il y a eu 40 cm d'eau dans les stands. Voilà, et puis Suzuki, j'ai toujours été attaché à cette marque. Donc j'étais content de piloter cette moto, même si c'est une enclume, hein. Je ne sais pas combien ça fait de kilos, je ne me rappelle plus. Oh, 230, Ouais, 240, voilà. oui. Donc ça forme la jeunesse. Hein, voilà. Après, quand on monte sur plus léger, on est content. Voilà. Et à l'époque, c'était quand même le moteur de référence en termes de puissance et de vitesse de pointe. C'était la machine de série la plus rapide au monde. Alors je ne me rappelle plus combien ça faisait, peut-être 230 ou dans ces eaux-là. Voilà. Mais je l'ai reconduite au Castellet. Alors tu sais que j'ai une H2R là-bas où je prends 360 et je l'ai reprise et instantanément dans le bout droit, j'ai commencé à décélérer. Je devais être à 2,30 compteur. Elle a commencé à faire ça. J'ai coupé, je suis rentré dans les stands. J'ai dit bon, elle est bien en moto de collection. Exactement. Voilà. Non, mais vaut mieux, voilà, préserve-la. Voilà. Merci Philippe de nous avoir accueillis avec cette belle katana. Et puis la prochaine fois pour ressortir une autre vieillerie du garage. J'en ai plein. Hein. Je Et sais. puis, t'embrasses David Dumas pour moi. Ah bah j'y manquerai pas. Aucun rapport avec les vieilleries, hein. C'est pas pour ça que j'ai dit ça. Hein. Ça va pas faire penser à lui. bon, Un petit peu quand un même. petit peu quand même. Ouais. Bon, est-ce que tu as d'autres motos cachées dans des coins ici chez toi? Parce que quel vaste séjour. Regarde, regarde celle-là. C'est ma première moto. Ah on va aller la voir avant de jouer au billard parce que ça. T'aimes bien le billard aussi? Ouais. Alors ça, c'était avant ma naissance aussi, ça. Ah bah oui. Le C'est Dax. Ça, c'est pas un Dax, c'est un Monkey. Le Monkey. Son expérience, Georges Monneret veut maintenant en faire profiter les jeunes, à commencer par celui qui semble avoir hérité de son amour pour la moto. Je suis Philippe Monneret. J'espère faire comme papa. J'ai déjà un record. Je suis le plus jeune motocycliste de France. Qu'est-ce qui signifie ce Monkey pour toi? Bah, ma première moto déjà, tu vois. Et puis aussi, regarde cette photo, les jeunes tigres. Donc j'ouvrais les C'est une courses des jeunes formule de filles. promotion. c'est Première formule de promotion en France. Hein. Messieurs, écoutez-moi bien. Vous êtes jeunes, plein d'avenir sûrement, mais si vous voulez aller trop vite dès le départ, vous n'apprendrez rien. Ici, vous êtes pour apprendre à conduire. Pour le moment, moi, je vous dis que vous ne savez rien. En tous les cas, s'il y en a un qui sait quelque chose, il faut mieux qu'il s'en aille. Donc le Monkey qui ouvrait les jeunes tigres, tu as fait du chemin, puisque de là à là, trophée des 24 heures du Mans, 91 victoires. Tu nous racontes? Déjà avec mes compères, Rachel Nicotte et Bruno Benuil. Première victoire de Yamaha en course de 24 heures. Privé aussi? Oui, privé, voilà, tout ça, bon, ça s'est bien goupillé comme en endurance. Hein. Avec cette victoire, tu bouclais un peu la boucle de ton père qu'on voit ici. Là, c'était où? C'était quand et où? Ça doit être en 48 ou 49 à Monza. Mon père avait déjà 40, il est 1908, donc il avait 41 ans. C'était les débuts des Grands Prix. Et lui est arrivé un peu tard en championnat du monde. Du coup, il était déjà avec le numéro 19, numéro d'Olivier Jacques. Ouais, tu vois, exactement. bien avant Olivier. Et d'ailleurs, moi, j'ai une photo au Grand Prix de France en 500 où j'ai le numéro 69, le numéro de Nicky Hayden. Donc, alors, les numéros, ça a des histoires, mais avant, ils étaient quand même utilisés.
D'accord, une grande histoire de compétition. On va s'installer un petit peu pour parler de la suite. On s'assoit. Allez. Tiens, tu parles le numéro, le 14. Tu le connais, le 14 le Grand Prix, c'est celui de mon coéquipier. Ben, c'est Andy. Puis, tu sais qu'il travaille avec nous sur les stages. Ouais, bah oui. Tu vas me le dégommer, tu vas me le mettre dans le trou, là. Vas-y, avec la blanche. Je suis pas un Voilà. expert. Ouais. Allez, Je vas-y. suis pas, mais ouais, je suis pas un expert avec les queues de billard. Peut pas être bon partout. Eh, Une seule prise. il est bon, hein. Ah, c'était parce que c'était la 14. Allez. Bon, on va dehors. Toi, t'es réchauffé, tu vas aller dehors. Alors, si on va dehors. Tu mets un pull. Ouais, je mets un petit pull. Bah attends, tu rigoles ou quoi? Et alors, j'ai vu, Philippe, que tu avais un casque. C'était quoi ton casque à l'époque des jeunes tigres? Tu te souviens de la marque? Ouais, non. Maintenant, tu portes quoi? Ah bah moi, je suis Nolan. T'es Nolan. Ouais. Bon, on a rencontré Sébastien Casartelli qui nous a parlé des nouveautés de la marque. On regarde ça maintenant. C'est important de rouler en sécurité, hein. Sébastien, comment vas-tu? Bonjour David, Ça va? ça fait un moment? Ouais, ça fait un bon. moment. Bah, la dernière fois, c'était à l'usine. À Oui, l'usine tout à Nolan. fait. Je t'avais fait une visite. Comment on conçoit, on fabrique, on développe les casques. Exactement, c'était très intéressant. Là, on se retrouve à la centrale du casque. Oui. C'est un endroit que tu connais bien, que ta famille connaît bien. Oui, tout à fait. C'est un magasin que mon père a monté il y a pas mal d'années en arrière. Mon père, c'est Monsieur Nolan en France. Ouais, pendant une longue combien histoire. d'années? Oh, 40 ans. 40 ans, ouais. Et puis, c'est mon frère aujourd'hui qui tient cette boutique. D'accord. Spécialisée dans le casque. Elle ne fait que ça, que du casque. Du Nolan, évidemment, puis Ouais. aussi toute autre marque, du Shark, du Shoei, etc. Sébastien, le groupe Nolan a eu une actualité l'année dernière puisqu'il s'est lié au groupe Shark. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a presque 3 ans, le groupe Nolan a été mis en vente et Shark a été très rapidement intéressé pour acquérir un véritable outil industriel européen. Donc c'est complémentaire, c'est pas C'est- pour eux ça les intéresse. Mais c'est le plus beau mariage qui puisse exister. On a un fabricant français Oui. qui n'a pas la maîtrise totale de tout ce qu'il fait. Et puis de l'autre côté, on a un fabricant italien qui lui a cette maîtrise totale. Et on va trouver des synergies qui commencent déjà à arriver, mais là c'est en interne. Et puis avoir un développement international très fort grâce à ce mariage. Mais on est ici aussi pour parler de Philippe Monneret, Oui, Philippe. que vous sponsorisez. Vous êtes partenaire avec Philippe. On est partenaire, on n'est pas sponsor. On est partenaire, c'est-à-dire que Monneret, ce sont les moto-écoles, bien sûr. C'est Monsieur Moto sur TF1, c'est un personnage public. Et c'est surtout une personne qui est très impliquée dans le monde du deux roues, dans la prévention, dans la sécurité. Et il est venu me voir parce qu'il a couru pour mon père quand il était jeune pilote. Il portait du Il Nolan. portait en déjà course. du Nolan. D'accord. Donc c'est rigolo L'histoire se d'avoir répète, exactement un bis repetita. Donc bien évidemment, comme on l'avait évoqué à l'époque quand était venu à Bergame, toute la sécurité, la dimension sécuritaire fait partie de l'ADN de Nolan. Et donc il était évident qu'il y avait un lien direct entre Monneret et tout ce qu'il fait pour la moto et Nolan, tout ce que nous faisons pour le casque pour motard. En tout cas, ici, on a posé la question à Valentin sur le modèle qui se vendait le plus. On est à Paris, Oui. au cœur de Paris, dans le 17e arrondissement. Oui, rue de Rome. Rue de Rome. Ici, le modèle qui se vend le plus, il est juste derrière toi. Oui. Sébastien, c'est celui-ci, c'est le N40. Qui se vend bien. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce casque pour ici? C'est un transformable, c'est ça? Alors lui est un transformable, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une mentonnière qui est amovible, une mentonnière qui protège, qui subit les mêmes tests d'homologation qu'un intégral. D'accord. C'est le casque le plus vendu sur Donc il Paris. est considéré comme intégral, c'est ça? Oui, quand il a la mentonnière, c'est un Quand il a, intégral. d'accord. tout à fait. C'est un crossover, ce qu'on appelle. On peut retirer, Exactement, un crossover. d'accord. Ouais. C'est pour ça que quand on regarde l'étiquette qui est cousue sur la jugulaire, Ouais. bon, qui est loin, qui est Ah oui, tu derrière. nous avais fait une petite leçon. Exactement. Eh bien, on va trouver les lecture lettres P et J, c'est-à-dire Ouais. que c'est un jet. Ouais. J, dont, lorsqu'il est équipé d'une mentonnière, devient vraiment un intégral. Présente le même niveau de protection en termes d'homologation qu'un D'accord. intégral. Parce que c'est pas un casque trop lourd, c'est un casque avec un grand champ de vision, c'est pas un casque trop cher non plus, ça vaut entre 180 et 220 € en fonction des versions. D'accord. Alors il y a le successeur un peu, c'est le N70, c'est Alors celui-ci. c'est son successeur, oui. Et là, il est étonnant parce que justement, quand on retire, là, ça se voit pas trop, mais quand on retire Vas-y, retire-la. la mentonnière, l'écran descend Bah, super bas. hein, super t'as vu. bas, ouais. Jusque- Et là, c'est grande il protection. couvre complètement la mentonnière. Exactement, grande protection au froid, au vent. Sinon, ailleurs qu'en ville, quel est le casque Nolan qui a le plus de succès? C'est l'ouvrable N105.
C'est D'accord. un modèle emblématique. Alors on l'appelle N105, c'est la famille des N100 qui est née en 1998, donc ça fait plus de 20 ans Il y en maintenant. a ici? Il y en a ici, bien évidemment, il y en a plein, Ouais. pratiquement toute la gamme. Tu D'accord, vois, on les c'est voit ça. ici ouverts, on les D'accord. voit ici fermés, avec une jolie D'accord. promotion d'ailleurs sur ces décos. Bah là, on est sur le casque que tout le Ah, monde... on est en période de solde. Hein, donc. Ben oui, tu vois, c'est le casque ouvrable traditionnel qui, une fois fermé, fait monobloc. Et pourquoi celui-là, c'est pas le plus vendu? Il est un peu plus cher que le M40. Mais ça c'est pas une question de C'est prix pas en une fait. question de Non, prix, c'est d'accord. plus une question d'utilisation. D'accord. C'est-à-dire que c'est un casque assez engageant. Tu vois, on va rouler avec, on est sur une moto, même si on en vend aussi pour des scouts. Ouais, ouais. Le N40 propose une plus grande modularité finalement pour le milieu urbain. Ouais. Maintenant, si on doit partir tous les deux pour aller manger un plateau d'huîtres En Normandie. en Normandie, on va prendre ça, on va les équiper d'Encom, on va pouvoir se parler pendant tout le trajet. Bah ok, Tu ta vois. Gold est réparée en plus. Exactement, ma Gold est réparée, donc Eh on bah. peut y aller. Allez, Sébastien. Merci À David, bientôt, ciao. à bientôt, au revoir. Bon, alors, Il- Philippe. il sait nager, le Real, ou pas? Non, mais on va le récupérer. Je vais faire gaffe au matos. Mais cette Parce qu'avec piscine, avec qui il a picolé au repas, plus à côté de l'eau, à mon avis. cette piscine payée avec tes primes de victoire, bien sûr, et un petit peu avec la moto-école aussi, que tu diriges depuis combien de temps? 40 ans. Pourquoi la moto-école? Ça t'est venu comme Parce que une évidence? tu sais, mon père avait monté le guidon Shell. Ouais. D'abord à Viry-Châtillon, puis après sur l'île de Puteaux. D'ailleurs, On a vu la photo. un des élèves, C'était Michel Rougerie. non, Non? ah bah non, Éric de Seine. Michel Rougerie courait déjà. D'accord. Alors Philippe Monneret, finale du Guidon Shell, 74. Et là, il me vole ma carrière de pilote, il me ruine. Alors que pourtant, j'étais besogneux. J'ai travaillé pendant 2 ans, je lui sortais ses meubles du local où il les avait, on les rangeait le soir, ce qui me valait quand même, parce que j'ai senti mon sens du commerce. L'après-midi du Guidon Shell, c'était 5 francs, il fallait payer 5 francs. Et puis un jour, il a vu que j'étais bien accro, et il m'a dit « Eric, si tu m'aides à sortir les meubles et à les rentrer le soir, je te fais sauter les 5 francs. » Et donc, on a passé ce premier deal, qui était finalement assez aimable de part et d'autre. Et puis, il y a eu cette grande finale, où on se bagarrait, et il y avait un certain Angèle qui a remporté cette année-là. Il n'a rien fait derrière. Et moi j'ai fait 3 parce que Philippe m'a compté 12 points de pied sur une séquence pas très claire d'ailleurs. Il aurait fallu voir l'arbitrage vidéo, je suis sûr qu'ils n'y étaient pas. Mais toujours est-il que ça m'a contrarié dans ma carrière de pilote, qui n'avait pas besoin que de ça d'ailleurs pour être contrarié, mais bon, ça a été le cas. Et lorsque je suis arrivé chez Yamaha en 90, j'ai très vite été voir Jean-Claude Olivier en disant « Jean-Claude, c'est pas possible, Monneret, il est Suzuki, il faut qu'il soit Yamaha ». Et j'ai piqué Monneret à Suzuki pour qu'il vienne chez Yamaha. Le problème, c'est que Philippe était exigeant, il a toujours été exigeant. Philippe, tu lui donnes ça, et il aime bien en prendre plus. Alors il faut toujours essayer de trouver un bon équilibre, et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Et donc il aurait bien aimé être pilote officiel sur notre moto d'usine en endurance. Mais Jean-Claude n'était pas prêt à se laisser faire comme ça. Donc on a trouvé un espèce de entre-deux, mais qui nous a permis de retravailler ensemble avec Philippe, en tout cas sur l'école de pilotage, de faire le guidon pour les jeunes. On a relancé un guidon pour les jeunes avec les Piwi. On a fait plein de trucs sympas, et Philippe, c'est un ami. Moi, mon père, il m'avait dit, à 15 ans, il m'avait dit, toi, tu es directeur de ça, à 15 ans, tu vois, un peu. De la moto. C'est pas une moto-école, c'était un truc de mobilette, où il y avait Peugeot. Et puis, il y a des mecs qui sont venus, qui m'ont dit, tiens, ça serait bien de faire une moto-école. Et puis, je me suis dit, ah bon et ça m'a donné envie. Je rentrais de l'armée, Ouais. et je savais pas quoi foutre. Aujourd'hui, il y a quelques pilotes officiels complètement, mais toi déjà, tu avais ce métier de moto-école. Aujourd'hui, tu en as combien et ça s'est étendu Alors, on comment? a une école, en fin de compte, parce que tout se passe par Internet. Heureusement qu'on a pris ce virage Internet, d'ailleurs, parce que là, c'est fini. Il y a encore le problème des agréments par bureau qui est complètement archaïque. Bon, mais tu sais, que pour les faire changer, ces mecs-là, ils sont plus aptes à faire des réformes qui ne servent pas à grand-chose qu'à faire des trucs qui vont dans le bon sens. Et pourtant, toi, tu es impliqué dans la sécurité routière. Ouais, Très je impliqué. m'entends bien avec Emmanuel Barbe, qui est quand même quelqu'un Tu qui... n'es pas forcément gentil avec lui, mais tu t'entends bien avec Eh ben, lui. comme je ne suis pas gentil avec qui aime bien Châtivien, Ouais, ouais. moi je lui dis ce que je pense. T'es un conducteur prudent? Ouais, très prudent sur la route. Même, tu vois, ma femme est toujours surprise quand je l'emmène. Je pense qu'il ne faut pas mélanger, et je ne dis pas ça, il ne faut pas mélanger la route et la vitesse. Et quand on a goûté et qu'on fait du circuit, eh ben, on n'a pas envie
de rouler vite sur la route, en tout cas pas moi, et c'est fini ce temps-là. Tu vois, bien sûr, j'ai fait des roues arrière. Bien sûr, si tu veux, Laurent Distel, le fils de Sacha Distel, on est sorti un soir, j'ai fait une roue arrière. 15 jours avant le Mans, que j'ai gagné justement, je me suis cassé la gueule parce que j'ai fait le con. Mais tout ça, ça m'a appris qu'à un moment donné, sur la route, tu as les autres, tu as la cohabitation et tu ne peux pas faire le con. Et puis maintenant, les choses ont changé, c'est plus politiquement correct, l'évolution de la société. Le risque zéro, on essaye de l'avoir. Et la moto, c'est compliqué d'avoir le risque zéro. Parce que par nature, on s'expose. On s'expose, mais c'est une liberté incroyable. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Hein. À partir du moment où on est prudent, où on anticipe, où on imagine toujours le pire en moto, en disant attention, il risque de le faire, eh bien on ne va pas à la guerre quand on monte sur une moto. Voilà. Mais si on fait le con, forcément, et moi j'ai fait le con, et ça m'a servi pour mon boulot. Toi, tu fais partie des moto-écoles très prisées par les people, les VIP. Qui est passé par ta moto-école? Ouais, j'en ai un paquet. Quelques noms. Ah bah, si je te cite, mais on a eu Richard Berry, par exemple, Paul Belmondo, avec qui je travaille sur Eurosport. Laurent Manodou, récemment. Manodou, tous les nageurs, son frère, le grand Camille Lacour, voilà, tout ça. Après, il y a des plus vieux, tu vois, à l'époque, je me rappelle, il y avait Tiki Olgado, ça c'est des très bons souvenirs parce que c'était devenu des amis. Des mecs un peu moins prudents comme Gérard Depardieu. Mais qui sont venus, Guillaume Depardieu qui était un fan. Qui était un ami à toi, très proche. Qui m'appelait tout le temps pour les Grands Prix à l'époque. T'as plein de mecs qui ont des moto-écoles et qui ne sont pas connus et qui font du super boulot. Hein. On n'a pas la science infuse, tu vois, mais on a une histoire, il y a tout un truc. Et puis aussi, nous on a beaucoup travaillé sur les sites, donc on a des circuits. On a des beaux trucs comme, par exemple, au Paul Ricard, hein, on a une piste exceptionnelle. Ouais. Le mec qui dirige, il est 4 fois champion du monde, c'est Hervé Moineau. Bon, tu vois, ça fait un petit peu plus que la moyenne. Voilà. Le permis, la législation sur le permis va changer très bientôt, à partir du mois de mars. Toi, tu en penses quoi, personnellement ? Moi, je pense qu'il va falloir toujours savoir prendre un virage, freiner, rétrograder, anticiper, voilà, connaître la technique de la moto. C'est juste pour essayer de gagner un petit peu de temps sur les examens. Et puis, cette histoire de trajectoire, dont on a beaucoup parlé, mais une trajectoire, bien sûr, qu'un virage à gauche, on ne tangente pas, il y a des mecs qui viennent en sens inverse. Bon, voilà, pour avoir un peu plus de temps, pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais je pense que c'est un peu des réformes, histoire de toujours faire des réformes. Alors, on a interrogé un spécialiste, David Morcrette, qui tournait sur ton circuit de Meudon. On lui a demandé ce qu'il pensait, lui, du permis et ce que ça allait changer pour les motards. David, le patron du Repère des motards, qui est venu faire un reportage sur le nouveau permis moto, David, c'est ça ? Oui, les conseils, c'est vraiment dans l'ADN du Repère des motards depuis 20 ans. Donc depuis le début, on donnait pas mal de conseils aux motards, même ceux qui ont déjà passé leur permis. Et là, le permis, il change en mars 2020. Ça devait être initialement en janvier. Donc oui, on fait un tournage afin de suivre en fait une motarde au jour le jour pour montrer sa progression. Et au-delà de sa progression, ce qui est intéressant, c'est que chaque motard qui la revoit, même s'il a son permis, il puisse comprendre des trucs. La butée, le regard, le freinage, etc. Dans le nouveau permis, essentiellement, il y a des notions, les fiches qui disparaissent, où on va retrouver un code qui va être spécifique à la moto. Ça part plutôt d'un bon sentiment. On retrouve la fameuse trajectoire de sécurité, et puis on retrouve l'enchaînement, c'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses par petits bouts, le lent, le rapide. On va enchaîner l'ensemble des exercices. Ça part plutôt d'un bon sentiment pour remettre en fait l'élève dans les vraies conditions d'un examen. Et puis avec une part de circulation un petit peu allongée, et ça aussi c'est important. On ne fait pas que des exercices en lent, on fait vraiment un vrai travail sur la route. Au Repère des motards, vous avez un avis sur l'évolution du monde de la moto. Quel est votre avis sur le nouveau permis ?
Moi, je suis plutôt pour tout ce qui va aller dans le bon sens. Maintenant, ce qui se passe derrière, c'est que d'après un certain nombre de moniteurs, ils auront un peu moins de temps de formation. C'est toujours un petit peu plus compliqué de former les élèves. L'esprit du gouvernement, c'est plutôt on baisse le prix, on veut accélérer la formation, mais une formation, ça demande du temps. Je me rappelle de mon temps, on passait plutôt le permis en 20 heures. En 20 heures, 21 heures, on avait son permis. Aujourd'hui, même les permis un petit peu longs ou les stages d'une semaine, c'est plus que ça. Donc on a tendance à allonger le temps de permis. Mais c'est vrai qu'une bonne formation, c'est important parce que c'est ça qui permettra aux motards après d'être en sécurité sur la route. Alors quand est-ce que ce tuto sur le nouveau permis sera sur le repère des motards? Eh bien en fait, le nouveau permis devait être en janvier, il a été décalé à mars. Donc nous, on attend un peu d'avoir aussi les élèves qui vont passer l'ensemble du nouveau permis pour placer notre reportage et tout ce suivi didactique en même temps réellement qu'une fois que le nouveau permis sera passé avec les examinateurs, donc a priori d'ici fin mars. Merci. Le nouveau permis avec David Morcrette, les moto-écoles évoluent de quelle manière, Philippe? Quelle est la tendance de l'évolution des moto-écoles? Tu sais, maintenant, pour avoir une moto-école, il faut quand même beaucoup d'engins. Il faut du 50 pour le permis AM, du 125 scooter pour les validations, 125 à boîte, permis 1 et validation, du 3 roues, du A2, du A. Après, si tu fais du perfectionnement, il faut d'autres motos. Je dois en oublier. Après, en plus, nous, on a les petites motos pour les enfants. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc de spécialiste. Donc, je pense que les auto-écoles sont quand même un peu larguées dans ce sens-là. Il faut être vraiment spécialiste. Puis, il faut des circuits aussi. C'est ça le problème. C'est que tu as beau être bon, si tu n'as pas de circuit... Il faut avoir les épaules solides entre le matériel et les infrastructures. Mais depuis que j'ai commencé, moi, il y a pratiquement 40 ans, ça a évolué de façon incroyable. Mais on parle de sécurité routière, on parle beaucoup de ça. Mais ils viennent toujours te contrôler les bureaux pour savoir si tu as un extincteur, au lieu de savoir si tu as une piste. Parce que pour moi, partir de ton bureau pour aller sur une piste à 10 km quand tu ne sais pas conduire par la route, c'est quelque chose de... C'est vrai que ça se faisait avant, ça se fait encore. Ça se fait toujours, c'est légal de le faire. Et pour moi, ce n'est pas dans notre système en tout cas. Nous, on donne rendez-vous sur le circuit, on a des bureaux sur le circuit, le mec apprend. Et une fois que techniquement il est bon, on sort sur la route. La sécurité, ça marche dans ce sens-là. Alors justement, pour rester dans la sécurité, les pneus, la liaison au sol, c'est un élément important de sécurité. Toi, tu as noué un partenariat avec Dunlop. On a rencontré Francis Audefroy qui nous parle des spécificités de ce partenariat. Francis, tu es directeur de la division moto chez Dunlop et vous avez un partenariat historique avec Monneray qui remonte à son père d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est un partenariat qui a plus de 50 ans maintenant. On les a accompagnés en compétition et puis aujourd'hui, naturellement, on les accompagne aussi sur Easy Monneray. Donc ici à l'auto-école Monneray, on est à Meudon et vous fournissez des pneus pour toute la moto-école, c'est ça? Exactement, toute la moto-école et aussi sur le circuit Paul Ricard où ils ont une extension pour le sud de la France. Donc toutes les motos sont équipées de pneus Dunlop pour les stagiaires. Donc plutôt circuit sur le circuit Paul Ricard ou ce sont les mêmes pneus? Des pneus, c'est des Road Smart 3, c'est ça? Oui, ce sont des Road Smart 3 ici. Sur le Paul Ricard, il y a les deux. Il y a le Road Smart 3 pour la partie moto-école et puis le GP Racer pour la partie piste. Pour s'amuser. Avec Hervé Moineau. Ouais. Avec Hervé Moineau, d'accord. Ouais. Et alors, ce Road Smart 3, il est utilisé pourquoi? Pourquoi c'est celui-ci qui a été choisi par Dunlop pour équiper les moto-écoles? On avait besoin pour que le stagiaire soit très très détendu, quand il soit bien concentré sur son apprentissage, d'offrir le meilleur pneu possible en termes de maniabilité, en termes de stabilité aussi. Et donc le Road Smart 3 remplit parfaitement ce rôle aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les motos que vous voyez autour de nous sont équipées de Road Smart 3. C'est quoi les qualités fondamentales du Road Smart 3? Parce qu'un pneu, c'est toujours un compromis entre l'efficacité et la longévité finalement. Exactement, alors il y a un curseur et il faut travailler sur efficacité et longévité. Le Road Smart 3 a plutôt une bonne longévité, il est même plutôt premier dans sa catégorie, mais surtout il est très stable. Et ça, très stable et très maniable en même temps. C'est important pour les moto-écoles. Voilà, pour les moto-écoles, quand on est en circuit lent, il faut vraiment un pneumatique qui est très très stable, mais qui donne aussi de la maniabilité et de l'accompagnement sur la moto, et qui ne force pas la moto à plonger. D'accord, alors les spécificités de ce pneu, on est sur une piste, là c'est mouillé. Aujourd'hui, c'est très mouillé, oui. Ce matin, est-ce que ce pneu il est adapté à ces conditions? Oui, c'est vraiment excellent. Alors, pour régler le problème du mouillé, il y a deux choses. Il y a le grip chimique et le grip mécanique. Le grip mécanique, c'est à quoi servent les sculptures, puisque sinon le pneu serait slick.
C'est par là qu'il y a le meilleur rendement. Mais à partir du moment où on a des sculptures, c'est pour évacuer l'eau. Et nous, on a trouvé des solutions qui permettent à la fois d'évacuer l'eau, puisqu'on voit un effet Venturi qui se met en place avec une sculpture qui est très large au moment où on capte l'eau sur la roue. Un peu, là. Et ensuite, il y a une compression de l'eau. Et l'eau est évacuée sur le côté en accélération puisqu'il y a compression. Ce pneu-là bénéficie d'une résine qui permet de réduire son temps d'usure, sans détriment sur le temps de montée en température quand même. Donc ça permet d'avoir un pneumatique qui va faire beaucoup de milliers de kilomètres tout en ayant une bonne capacité de drainage. D'accord. Mais vous ne recommandez pas qu'à un certain kilométrage de changer le pneu ici en moto-école pour la sécurité? Non, alors en moto-école, c'est plus, je pense, les heures de roulage que le kilométrage. D'accord. Et d'ailleurs, ici, chez Easy Monneray, on change davantage les pneus avant que les pneus arrière, ce qui n'est pas commun généralement sur la moto. Commun, non, ouais. C'est plutôt l'arrière en premier et ensuite l'avant, voire les deux en même temps. Mais ici, on change beaucoup plus de pneus avant parce que le pneu est très très sollicité ici. Et ça dépend pas des motos un petit peu? Il n'y a pas des motos qui s'adaptent mieux à certains types de pneus? Oui, ça va dépendre du poids de la moto et de la chasse globalement. Ouais. Donc si c'est une sportive, elle va avoir besoin d'un pneumatique différent d'une grosse GT, type une FJR 1300 par exemple. Ouais. Elle ne peut pas avoir le même cahier des charges qu'une R1. Donc on est obligé d'avoir des pneumatiques différents en fonction de la moto. Mais c'est surtout en fonction de l'utilisation de la moto en réalité. Là, c'est des motos plutôt légères qui sont utilisées ici. Ouais. Moto légère, donc on a une carcasse simple. D'ailleurs, si on regarde sur les côtés, on verra, il y a écrit quelque part SP, parce que c'est signifie sport ou simple pli. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la carcasse, il n'y a qu'une seule couche et ça permet d'alléger un petit peu le pneumatique, donc de réduire les masses non suspendues. Ces pneumatiques sont fabriqués maintenant en France, dans notre usine de Montluçon. C'est une usine qui est centenaire, qui a commencé sa production en 1920 et en fait cette année son 100e anniversaire. Merci Francis pour ces explications techniques sur le pneumatique utilisé ici et chez Monneray. Et puis on va demander à Philippe de nous faire un petit test. Ouais, je crois qu'il va s'amuser. Moi, mon idole, c'était Michel Rougerie. Parce que j'avais mon Peugeot Rallye et puis je faisais le déhanchement. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fous? Parce que bon, c'est ça. Et je dis, parce que je voyais Rougerie, donc moi je commençais à regarder. Michel, c'est le premier qui m'a dit, il faut faire chauffer les pneus. Personne ne me l'avait appris qu'il fallait faire chauffer les pneus. Quand j'ai commencé en 76 à courir, il était à Nogaro, quand j'ai gagné ma première course justement. Et il m'a dit, ouais, t'es parti, oui, mets tes pneus en température. Voilà. Et tu vois, c'était un mec qui était bienveillant, Michel, qui était sympa. Et regarde cette photo, là, tu as Olivier Chevalier, vainqueur dans l'opération Jeune Tigre et après pilote de Grand Prix. Et voilà. Là, il y a Jean-Pierre Beltoise. Là, tu as Jean-Pierre Jarrier, Michel Rougerie, Christian Bourgeois et Gérard Larousse, et mon père qui est là. Donc, tu vois, c'est des mecs, mais à l'époque, tu vois, il n'y avait pas, et c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là quand je vois un peu les réseaux sociaux et machin, la con. C'est les réseaux parfois de cas sociaux même, parce que il y a un respect entre les sports mécaniques. Donc à l'époque, il n'y avait pas de ségrégation comme maintenant j'entends, etc. C'est ça qui est dommage. C'était une famille et tout le monde. Des sports mécaniques et tout le monde se côtoyait. Il y avait un respect. Et puis peut-être que, je ne sais pas, mais tout ça, la vie était quand même différente. Et puis il n'y avait pas cet aspect quand même business comme maintenant à ce point-là. Les mecs, ils gagnaient correctement leur vie ils gagnaient beaucoup leur vie avec les primes de départ pour les courses qui étaient en dehors des championnats, en tout cas pour la moto. Alors Philippe, tu parlais des records de ton père, on en a remis un au goût du jour ensemble, on a fait les 24 heures du Mans ensemble, mais aussi on a fait un record, c'était à Montlhéry, c'était il y a quelques années, c'était 2016, 45 ans après le record original, et on l'a battu de peu. C'était en Peugeot 104, le même modèle que celui avec que tu avais roulé. On en a fait des conneries ensemble. On en a fait pas mal, et on ne raconte pas tout. Mais ça, on le regarde, c'était en 2016, c'était avec Moto Journal, et c'était un record du monde sur le circuit de Montlhéry en Peugeot 104. Pour fêter son 45e anniversaire en 2016, le Moto Journal a eu l'idée de revisiter un record établi par l'année de la naissance du magazine. En juin 71, Georges et Philippe Monneray établissaient un record de distance sur le circuit de Montlhéry en se relayant pendant 24 heures au guidon d'une Peugeot 104. 45 ans plus tard, sur ce même anneau de Montlhéry, Moto Journal convoquait nombre de ses anciens collaborateurs, ainsi que Philippe Monneray lui-même, pour remettre en lumière ce record en tentant de l'améliorer.
plus de 50 personnes se sont relayées au guidon d'une Peugeot 104 d'époque dans des conditions pluvieuses pour finalement améliorer le record de 2 tours en effectuant 1256 km en 24 heures, le tout dans une ambiance rétro, festive et bon enfant. Alors on vient de voir le film, tu m'as apporté l'affiche La fiche d'époque. du record original. Regarde. Signé par Georges Monneret. C'est formidable, le 104, c'est une mécanique incroyable, Georges Monneret. Mais tu sais que c'était une mécanique incroyable à l'époque. Hein. Bah écoute, c'est écrit là, hein, à Tu Montlhéry, vois. les 11 et 12 juin 71, un 104 Peugeot rigoureusement de série, piloté par Georges Monneret et son fils Philippe, tournant avec la régularité d'une montre à couvert sans le moindre incident, 1256 km en 24 heures, il aurait pu continuer à tourner ainsi très longtemps. Et regarde, pour le 104, vous aviez acheté ça sur le Bon Coin. Oui, exactement. Révisé par Robert À Chartres. Boron. Ouais. Et ça a tenu 24 heures Ouais. en rigolant. Ouais. Donc tu vois que c'était pas de la 45 rigolade. ans plus tard, exactement. On a parlé de Philippe Monneret, pilote, on a parlé de Philippe Monneret, patron de moto-école, de tes amis, de ton père. Il y a aussi Philippe Monneret, l'homme de télé. Donc, PD, je croyais que c'était... on la garde, celle-là, on la garde, Ouais. on enchaîne. Vas-y. Philippe Monneret, l'homme de télé, Ouais. le commentateur de Grand Prix, TF1 aussi, essayeur sur TF1. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la télévision? Bah, je me suis bien marré aussi là. Parce que tu fais quand même... Quand je faisais ma rubrique, par exemple People, un tournage, bah regarde, tu vois, tu as le tournage et puis tu as le bêtisier du tournage. Bah, tout ça, ça fait que tu passes une bonne journée et puis tu rencontres des gens sympas. Donc, et puis aussi, quand même, pourquoi j'ai fait ça? Et ça, c'est un peu dans la continuité de mon père. C'est toujours pour essayer de promouvoir le deux roues. Et quand tu fais TF1, forcément, tu es critiqué. Tu sais bien que quand tu fais de la télé, tu es critiqué. Je sais pas. Mais aucune idée. vaut mieux être critiqué que rester chez soi et de rien faire. Et alors, ton avis justement sur. Il y a un grand débat. Est-ce que les pilotes d'avant étaient meilleurs? Est-ce qu'on peut comparer Agostini à Rossi? Est-ce que Eddy Merckx est meilleur que les mecs de Voilà. maintenant? Tu as les champions qui sortent du lot. Je pense que Rossi, dans les années 60, il serait sorti du lot. Mike Elwood, il serait là. Et voilà. Et... Tu sais, quand tu parles avec Giacomo Agostini, qui est quand même un mec qui a un champion incroyable. Moi, j'adore Giacomo. Mais il te dit que celui qu'il a rencontré, il s'est battu contre Roberts, contre plein de pilotes, Chine, et pour lui, c'était Michael Wood qui l'a le plus impressionné. Donc voilà, mais à l'époque, ce qui est sûr, c'est qu'un pilote comme Marquez n'aurait pas du tout eu le même comportement dans les années 60, tu ne pouvais pas tomber, tu pouvais pas, tu vois, C'était dangereux. C'était dangereux, beaucoup plus dangereux. Mais il aurait fait différemment, Marquez. Voilà, il sera adapté là parce qu'il sait qu'il peut tomber, donc il peut glisser, il peut aller. Puis quand il tombe, il est déjà par terre lui, donc tellement il c'est tombe. un chat. Ouais, c'est un chat. Mais bon, un chat qui rentre dans un mur, c'est pas pareil, tu vois. que là, il y a du dégagement. Toi, je sens que tu vas me parler de Motul. Bah ouais, je voulais te Sponsor parler des de Grands quelqu'un. Prix. Oui. Mais Tomek. Bah oui, quelqu'un qui parle en bien de toi et qu'on a rencontré, on l'écoute. T'as Pascal réussi à Tomek. trouver un mec. Ouais, il y en a Bon. un, c'est lui. Nous sommes tout près du boulevard du Montparnasse où on avait rendez-vous chez un concessionnaire BMW avec Pascal Tomek qui roule en Honda Africa Twin. Pascal, tu sillonnes énormément la France et l'Europe au guidon de cette moto. Combien de kilomètres tu fais d'un Grand Prix à l'autre, d'une route à l'autre? En règle générale, un Grand Prix, il faut compter entre 1200 et 1500 km aller. Ça permet de faire 3000 km espacés sur 4 ou 5 jours, multiplié par un nombre de Grands Prix qui ne sont pas négligeables. Ça fait effectivement des bornes. Combien de kilomètres en 2019? 2019, 68 000 et quelques kilomètres, presque 60 000. 68 000 km, c'était une autre monture que cette Africa Twin, c'était une Honda aussi? Oui, jusqu'à maintenant, on a des accords avec Honda. Donc j'avais une Goldwyn et c'était trop facile. C'était pas assez exotique, on pouvait pas faire tout terrain, on pouvait pas s'éloigner un peu. Donc j'ai pris l'Africa Twin, dernier modèle, et j'espère pouvoir m'évader un petit peu plus avec elle que je ne faisais avec l'Africa Twin. Alors Motul sponsorise 4 Grands Prix, tu peux pas tous les sillonner en moto puisqu'il y en a un qui se situe au Japon et tu vas sur tous les Grands Prix.
Mais sinon, je vais sur le plus de grands prix possible. Actuellement, il me reste 5 points, donc je suis en train de passer un stage. Je pars un stage pour en récupérer 4. Le permis pour des professionnels comme nous, pour des gens qui roulent beaucoup, c'est indispensable. Alors, en parlant de moto-école, si jamais tu perds ton permis, si ça arrive un jour, tu peux repasser le permis chez Monneret, que tu connais bien, Philippe Monneret, qu'on a été rencontré. Oui, tout à fait. Alors Philippe, non seulement déjà quand tu arriveras chez lui parce que tu as perdu ton permis ou il te manque des points, tu te feras disputer sur de la manière que tu as perdu tes points, donc il t'expliquera de manière très pédagogique. Et puis après, on aura, je dirais, tout le circuit qui va avec. Pascal, comment tu expliques justement que Philippe incarne à ce point la formation en moto, la sécurité, lui qui a été pilote, il le dit lui-même, il a fait des conneries en moto, mais aujourd'hui c'est monsieur sécurité, monsieur formation. Tout à fait, c'est une culture. On a besoin à un moment dans notre univers, et encore plus aujourd'hui, de gens qui ont cette culture. On est un peu trop dans l'utilitaire du deux roues. Ouais. Et effectivement, avec Philippe, on a ce patrimoine d'histoire de cette famille Monneret qui peut nous emmener très très loin et qui nous ramène aussi aujourd'hui au monde d'aujourd'hui. Avec Motul, vous accompagnez Philippe. Pourquoi vous lui faites confiance de si longue date ? Qu'est-ce qui vous motive ? Déjà, comme je le disais un peu au début, il y a ce côté culturel, ce côté histoire. Et chez Motul, on a aussi une passion pour les histoires. Et les histoires, elles sont communes. Philippe, moi j'ai quelques décennies chez Motul, et ça a toujours été un grand séducteur du plus petit niveau de l'entreprise au plus haut niveau de l'entreprise. Philippe était copain avec le président, il avait cette amitié qui s'était liée du professionnel du monde de la moto, associé à sa profession de moto-école. Comment tu décrirais son activité principale si tu devais donner un nom à son activité à Philippe dans la moto, c'est quoi ? Son activité principale, oui, c'est le sérieux du message qu'il veut passer sur les utilisateurs, les consommateurs et les motards. Et Philippe met un point d'honneur à ce que les gens fassent les choses correctement en moto pour qu'ils puissent partager et vivre le plus longtemps possible avec cet engin qui lui a permis à lui, comme ça a permis aussi à son père de le faire, de génération en génération, de toujours prendre du plaisir. Et comme c'est un garçon qui prend toujours du plaisir dans ce qu'il fait, c'est très important de joindre l'utile à l'agréable. Et Philippe le fait de manière remarquable. Pascal, on va te souhaiter beaucoup de kilomètres avec cet Africa Twin. On va se retrouver sur les chemins, sur les paddocks. Quand vous le voulez tous. Ça marche. À bientôt. Salut. À bientôt David. Philippe, comme tu t'ennuies beaucoup dans ta vie, tu as aussi lancé un salon. Ouais. Sur ta piste de Meudon. 4e édition cette année ? Troisième édition cette année. Édition, là, je me trompe beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais c'est un salon pour nous qui est important parce que nous, on trouve que avant d'acheter une moto, c'est bien de pouvoir vraiment l'essayer. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément le permis ou qui n'ont pas ils l'essaient sur circuit. Et ceux qui ont le permis, ils sortent avec les moniteurs. Et en plus, ils ont des conseils, les constructeurs, et toujours sur le truc sur lequel, la bonne ambiance. C'est vachement familial. Le petit fait de la moto dès 7 ans. La femme, elle fait de la moto. Le mec, il se barre. C'est le salon. Et voilà. C'est le salon Next Gen et c'est en avril, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Tu vas en parler à Edouard. On va en parler à Edouard, on va le rencontrer Edouard, et puis on va lui parler du salon Next Gen. Parce qu'Edouard, c'est le futur d'Easy Monneret. On écoute Edouard. Edouard, tu es présenté par Philippe comme la relève de son activité. Et d'ailleurs, pour s'inscrire dans la nouvelle génération, il y a un salon qui s'appelle Next Gen, qui se passe bientôt sur le site de Meudon, c'est ça ? Oui, exactement. Les moyens de mobilité évoluent énormément. On a l'arrivée de l'électrique qui est très importante. Et on voit que maintenant à Paris, ça devient vraiment pas, en tout cas dans les grandes villes, ça devient très difficile de se déplacer, surtout en voiture. Et on s'oriente vers d'autres moyens de mobilité. Et il y a la possibilité de faire des essais aussi, des motos électriques, des véhicules électriques et des véhicules aussi thermiques de votre moto-école. Exactement. Et c'est là, je pense, un des points forts du salon. Où on se différencie avec d'autres salons, c'est que souvent dans les salons, on se balade, on regarde les véhicules, on monte dessus, mais on n'a pas forcément la possibilité de les essayer. Et ça, c'est hyper sympa. Ça s'est très bien passé l'année dernière, où plein de personnes sont venues pour essayer des véhicules. On avait plusieurs marques. Par exemple, je pense à MV Agusta,
qui étaient présents sur le salon. Qui n'ont pas l'habitude de faire des petites cylindrées. Non, exactement, c'est des belles machines avec des prix assez élevés. D'accord, et il y a aussi des équipements de sécurité. L'année dernière, des équipements, beaucoup d'airbags, finalement d'équipements de demain. Je pense qu'ils vont prendre une place très importante parce que c'est des équipements qui deviennent faciles à porter, de plus en plus faciles, donc ils sont de plus en plus performants sans avoir besoin de devoir racheter un autre équipement. Alors c'est quand le salon? C'est le 11 et 12 avril 2020. On espère qu'on sera dans une période avec des temps un peu chauds. Ouais, vous avez eu de la chance, les 2 premières éditions, c'était pas Exactement, mal. ça s'est bien passé, il a fait hyper beau. Sur le site de Meudon, c'est ça? C'est sur le circuit de Meudon, juste à côté de Paris, vraiment très proche. D'accord, en tout cas, la nouvelle génération, c'est toi aussi, tu parles bien mieux que Philippe, on lui dira. D'accord. Allez, à bientôt. Pas trop, hein. Il parle mieux que toi, Doudou, quand même. Ouais, t'as vu? Hein? Bah ouais, c'est lui l'avenir. Il a fait des études. Oui, il a fait des études. Il a fait des études. L'avenir de Monneret est assuré. Voilà, moi je peux partir tranquille à la retraite. Ça continue. Voilà. L'histoire continue, l'aventure continue. Merci. Philippe, merci beaucoup. C'était un, mais tu sais que un plaisir, puis je reviens. Bah, tu reviens sans caméra parce que parfois… Tu vas me passer le Gabin ou le film de ton père? On peut faire les deux. On peut faire les deux? On peut faire les deux. On se donne rendez-vous. À bientôt. Salut.